Salut tout le monde, salut les parents d'Alban qui paraît nous regardent et salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous sans distinction. Sans distinction, pas de préférence pour Catherine. Non, j'aime tout le monde. Moi aussi j'aime tout le monde. Petit débrief politique hebdomadaire. On va vous parler de trois sujets. On va vous parler de l'Europe et des États-Unis parce que ça continue où la place de l'Europe dans le monde et genre tout ce qui est en train de se passer continue de nous travailler. On va vous parler aussi du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale cette semaine. Et puis, on voulait commencer... Comment ? C'est en première lecture. Non, c'était la deuxième lecture. Mais non. Là, après, elle est au Sénat, elle a été retoquée, elle revient au... Non, c'est la troisième. Ah bon ? Bah, oh là là. D'accord, tu dois suivre mieux que moi. Et oui, elle revient en dernier. Parce que là, le Sénat a rejeté, et donc ça revient à l'Assemblée nationale en troisième et dernière lecture. On va s'expliquer tout ça tout à l'heure. Exactement. Mais d'abord, on voulait revenir sur un épisode qui a beaucoup fait parler, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les chaumières, au restaurant, et vraiment ça a pris une place avec Catherine. On est un peu, pas étonnés, mais on le constate. C'est Brigitte Macron qui va au spectacle d'Harry Habitant, enfin tout le monde est au courant, et qui traite les féministes de sales connes et qui dit qu'on va les dégager du spectacle d'Harry Habitant. Bon. La raison pour laquelle on voulait en parler, c'est pas tant le sujet, parce que ça a été abondamment commenté, mais l'ampleur en fait que ça a pris dans la société, le fait que tout le monde en parle, tout le monde s'est mis à commenter en fait le sujet, à se réapproprier cette insulte de sale conne. Alors il y a des grandes stars comme Marion Cotillard par exemple qui ont publié « Je suis une sale conne » et puis ma mère en fait qui trouve aussi qu'elle aussi elle est une sale conne et que genre Brigitte Macron est une sale conne d'avoir dit que les féministes étaient des sales connes quoi. Donc tout le monde tout le monde est tombé plus ou moins sur Brigitte Macron. Qu'est-ce que toi tu voulais en dire Catherine? Déjà, c'est en effet l'ampleur de la réaction. C'est-à-dire que ça a touché absolument toutes les sphères. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est loin d'être le petit noyau féministe. C'est-à-dire que c'est ce que tu viens de dire, il y a des grandes stars, des anonymes. Si vous allez ce matin, je suis allée sur Instagram, ce que je fais quand même vraiment rarement, et j'ai été stupéfaite par le déferlement de petites vidéos, donc de moins de 3 minutes, de chansons, de réflexions, de parodies, de sketchs, de toutes sortes de formes d'intervention de gens qui sont ulcérés. D'abord, alors c'est vrai qu'avec les algorithmes, on connaît son univers et on ne connaît pas beaucoup les autres, mais malgré tout, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Alors, bonne idée de dire sale conne, je pense que là c'était unanime. Une première dame ne devrait pas s'exprimer comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là c'est le gros mot qui a fait... Il y a une espèce d'unanimité sur on ne dit pas des gros mots quand on est on n'insulte pas, quand on est une femme de président, voilà. Deuxième niveau, c'est oui, c'était un propos privé, donc il y a un débat sur... Troisième niveau de discussion, il y a eu un non-lieu. Et alors là, ça commence à rentrer dans la discussion parce que beaucoup ont expliqué que le non-lieu ne signifie pas du tout un acquittement. Ça signifie qu'il n'y a pas de jugement. Comme dans 9 cas sur 10, il n'y a pas de jugement, faute de preuves. Et là, en l'occurrence, ce qui a été mis sur la table, c'est quand même les éléments du dossier qui ont été rendus publics. Moi, je connaissais même pas le mec. C'est te dire que, tu vois, je suis pas allée voir ce film, je connais pas cet acteur, j'ai aucune idée s'il a du talent, s'il en a pas. Ouais, c'est même pas un film, oui, bon, un spectacle, un stand-up. Non, mais on a, je sais pas quoi, au bon Dieu, là. Ah oui, là, il était acteur. Oui, t'as raison, voilà. C'est pour ça qu'il a été connu, non? Oui, mais j'avoue, je le connais pas très bien non plus. Voilà, bon, bref. Moi, je connaissais même pas son nom, je le connais, je Harry, je sais pas quoi. Mais, Habitant. C'est bizarre, ça s'appelait comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas de bol quand on a un problème de bite, si tu veux, ça fait comme ça, mais bon. Bref, en tout cas, les éléments du dossier sont quand même
particulièrement sévère. Enfin, je veux dire que les féministes n'acceptent pas qu'avec un tel dossier, le non-lieu ait été prononcé. Moi je les comprends. Je veux dire, la chose jugée ne veut pas dire qu'elle est justement jugée. Et en l'occurrence, elle continue de contester le fait que ce monsieur, visiblement, a violenté cette femme. Alors lui, il prétend qu'il l'a violentée avec son consentement. Elle dit le contraire. Et elle porte témoignage, du fait qu'elle s'est fait examiner dans la nuit, des messages qu'elle a envoyés à ses amis qui montrent son traumatisme et le choc qu'elle a reçu. Et 3, le fait que les psychiatres disent qu'elle est sous un choc post-traumatique et que donc elle a vraiment souffert. Donc il y a cette question des éléments qui ont été mis sur la table. Donc il y a le cas de cette affaire-là. Mais moi je crois que si Brigitte Macron prend aussi cher, c'est pour l'ensemble de l'œuvre du couple Macron. Je ne crois pas que ce soit... Je pense que c'est un espèce de ras-le-bol de Monsieur Macron qui se permet de dire qu'il a eu des discussions entre hommes avec ses ministres qui sont accusés d'agression sexuelle et que donc d'homme à homme, les autres ont dit non, pas du tout. Donc Macron a dit ça me suffit comme... Voilà, le fait qu'il ait pris la défense... On parle de Gérald Darmanin et de Nicolas Hulot, par exemple. Voilà, il les a défendus l'un et l'autre après une discussion entre hommes. L'expression, elle est quand même assez, elle est savoureuse, quoi. La défense qu'il a eue de Gérard Depardieu il y a un an. Il y a un an, oui. Voilà, il y a un an. Donc, et tout ça après la grosse blague de l'égalité femmes-hommes et les violences contre du quinquennat, grande cause du quinquennat, sachant que les féministes ne cessent de dire qu'elles n'ont pas du tout l'écoute et les moyens qu'il faudrait apporter à cette grande cause du quinquennat. Donc, je pense que c'est vraiment... Brigitte Macron prend cher pour elle-même, mais surtout pour l'hypocrisie de ce monde très très masculin. On l'avait déjà dit ça. Macron n'a que des hommes autour de lui. La seule fois qu'il a nommé une femme première ministre, il l'a superbement méprisée. Donc je pense que elle paye pour tout, et ça nous dit aussi la puissance de cette question dans la société française, qui me fait dire que le Rassemblement national, qui fait partie des seuls à être monté au charbon pour défendre le Zygomar, là, Harry Habitant. Voilà, c'est les seuls qui ont défendu Harry Habitant, c'est les élus du Rassemblement national. Je pense qu'ils n'ont pas parti gagner. Non, je suis complètement d'accord. Et en vérité, la question des... Parce que moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui s'interrogeaient... notamment du côté de la droite, c'est-à-dire que en fait il y a ce précédent des 343 salopes qui ont pris parti pour la légalisation de l'avortement, qui ont dit on a avorté et donc il faut légaliser cette pratique. Et qu'elles ont été traitées de salopes. Et qu'elles ont été traitées de salopes. Elles ne sont pas elles-mêmes déclarées salopes. Exactement. On les a traitées de salopes. Ensuite elles ont revendiqué le titre, tu vois. Et là c'est un peu la même chose avec sale conne, tu vois, c'est-à-dire que genre on les traite de sale conne et hop, genre les gens récupèrent l'insulte et retournent l'insulte et disent ok, nous sommes des salopes et puis nous sommes des sales connes. Il y a quand même une résistance en fait à un endroit, et Brigitte Macron est le symptôme en fait de cette résistance. Harry Habitant et ses amis, là il y avait Manuel Valls, il y avait Madame Yasmina Benguigui qui étaient autour, qui sont sur la vidéo, et ils sont le symbole de cette résistance. Oui, bien sûr, ils sont sur la vidéo de public, publiée par le public, et donc ils sont là dans les coulisses, quoi. Et moi je pense que cette résistance, elle n'est pas anecdotique, tu vois. Et si je dirais un peu c'est pas le contraire, mais c'est-à-dire que toi tu parles oui, voilà, tu parles de ce grand mouvement féministe, bien sûr il existe, mais il y a aussi un grand mouvement en fait de résistance à ce féminisme dont Brigitte Macron est l'un des symptômes. Et j'ai même allé plus loin, si elle se permet de dire ça, c'est que elle sait qu'il y a un mouvement en fait avec elle, tu vois. Il y a un mouvement, et d'ailleurs elle s'est pas excusée. Parce qu'elle aurait pu, là c'était maintenant il y a une semaine, elle aurait pu dire « Excusez-moi, mes propos ont choqué, je les retire ». Rien, nada, tu vois. Enfin, parce qu'elle sait que genre, ce qu'elle a dit a résonné en fait dans la tête de certaines personnes. Moi je ne crois pas.
Et moi, je ne crois pas. Je crois que ça a résonné positivement dans la tête de Manuel Valls et de tous ces petits mecs du pouvoir, ça, dans tout ce lieu où finalement on se conforte. Mais je crois que dans la société, il n'y a pas eu beaucoup. Enfin, moi, franchement, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu beaucoup de soutien au propos de Brigitte Macron. Tu as parlé du Rassemblement national. Il y a eu aussi des propos qui ont du même genre qui ont été tenus sur CNews. Mais tu vas me dire, c'est un peu. C'est la même chose, quoi. Blanc bonnet et bonnet blanc. Mais ils l'ont justifié en disant bon, ok, l'insulte, c'est pas super ok, mais par contre, elle dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, ce que beaucoup pensent tout bas. Mais je pense qu'ils ont raison. Je suis pas aussi optimiste que toi, c'est-à-dire que t'es revenu en fait sur le cas Harry Habitant, mais l'idée en fait que genre il y a eu un non-lieu et que le non-lieu ce serait un blanc-seing ensuite sur toute la carrière d'Harry Habitant et que finalement il a été innocenté, donc c'est bon, faut arrêter de le faire chier, il a le droit de faire ses spectacles, déjà est une première question. La deuxième question c'est est-ce que faire irruption avec des masques dans un... Je dis pas que je suis d'accord, hein. Moi je suis d'accord avec les féministes, hein, mais je me mets dans la tête des sexistes et des réacs. Et deuxièmement, faire irruption dans un spectacle en criant Harry Habitant violeur, est-ce que c'est une bonne façon en fait de manifester son féminisme? Et je pense que il y a beaucoup de conservateurs, de réacs, appelez-les comme vous voulez, en fait, qui trouvent que non en fait. Mais il y a même des gens qui sont féministes qui ne partagent pas cette façon. Exactement. Non, mais je veux dire, c'est pas le fait d'avoir une discussion sur les modalités d'action. Ne prouve pas que vous êtes passé de l'autre côté du miroir, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux trouver que ça ne va pas et en même temps partager, ne pas accepter le salcone ni dans la forme ni dans le fond. Oui, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que lorsque on en avait parlé quand Emmanuel Macron avait tressé des louanges à Gérard Depardieu. Moi, je pense que s'il le fait, il le fait à dessein. Il le fait pas juste parce qu'il aime Gérard Depardieu. Et Brigitte Macron, elle fait pas juste ça parce qu'elle adore Harry Habitant, tu vois. Elle le fait parce que, elle s'inscrit dans une certaine tradition. Elle se met dans un certain mouvement politique et que c'est là, en fait, qu'ils vont chercher. Je dis en passant, le journal qui a publié les vidéos, c'est Public. Et Public, c'est Best Image, là, et c'est la propriété, ça appartient à Mimi Marchand. Mimi Marchand, c'est une amie, en fait, du couple de Emmanuel Macron. Donc, tout le monde a fait genre... Et après, ils l'ont retiré au bout de 2 jours, mais c'était trop tard, au bout de 24 heures, et c'était trop tard. Moi, franchement, je ne suis pas certain, en fait, que ces photos, que cette vidéo n'ait pas été mise à dessein, en fait, sur les réseaux sociaux, n'ait pas été mise à dessein, en fait, à la connaissance du public, précisément pour dire, attendez, nous, on est un peu réac comme les autres, et on n'est pas des progressistes. Franchement, ça résonne. En fait, comme ça fait système en fait avec ce que dit Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de dessiner un arc réactionnaire sur cette question féministe. Franchement, Donald Trump a gagné de l'autre côté de l'Atlantique dans un pays où il y avait aussi une candidate à l'élection présidentielle qui était une femme, Hillary Clinton, dans lequel les femmes se battent. Il y a un mouvement féministe fort et c'est Donald Trump qui gagne en disant je vais la grab par le pussy, tu vois, et qui dit les femmes c'est à la cuisine, et il a gagné, hein, il est président des États-Unis d'Amérique et je pense même qu'il a gagné sur cette base là aussi, tu vois, sur cette base les femmes à la cuisine. Donc je sais que nous dans nos mondes, tu vois, on est là plutôt à taper sur Brigitte Macron, mais je sais que il y a un autre monde, il y a l'autre côté du miroir, tu vois, et qui est présent en fait dans notre société et qu'il faut pas négliger, quoi. Moi, ça me fait penser à la déclaration de Sarkozy quand il avait dit les écologistes ras-le-bol. Là, c'est les féministes ras-le-bol, quoi. C'est un peu, c'est des mouvements qui ont mis sur le devant de la scène et dans la discussion publique des questions fondamentales du réchauffement climatique ou des violences faites aux femmes, et que on considère que là, ça va trop loin et qu'il faut que ça s'arrête. Donc je ne dis pas que c'est... je pense pas du tout que ça lui a échappé. C'est-à-dire que je pense probablement qu'elle ne souhaitait pas que ce soit filmé et rendu public. Mais c'est profondément ce qu'elle pense. C'est pas du tout contraire
C'est pas à l'insu de ces... Tu vois, c'est vraiment, je pense que Brigitte Macron est une vraie réactionnaire. Et que son mari aussi. Donc sur ces sujets-là, il n'y a aucun doute à mon sens. Mais ce que je pense, c'est que le mouvement dans la société, il y a une virulence de la réponse et de la riposte qui, moi, m'a étonnée et qui me fait dire que leur bataille n'est pas gagnée. C'est-à-dire, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a une contre-offensive face à Salcone et qui, encore une fois, n'est pas restée simplement sur une première dame ne devrait pas dire ça. Ça a largement dépassé ce cadre-là. C'est les questions fondamentales et, encore une fois, la Macronie pour l'ensemble de son œuvre qui est dans le viseur et a raison, voilà. Bon, c'est juste ça, c'est que je trouve, on se l'était déjà dit il y a un petit moment, je continue de penser qu'à l'échelle mondiale, c'est le mouvement féministe qui est le plus solide en ce moment pour faire face à la vague fasciste. C'est vrai en Iran, c'est vrai aux États-Unis et je pense aussi que c'est vrai en France. Et ce qui m'a frappé, je dis encore une fois, c'est la diversité des créations auxquelles ça a donné lieu et notoire, il y a des hommes qui ont pris la parole. Alors que bien souvent, dans ces affaires-là, il n'y a que des femmes qui parlent. Et là, il y a des hommes qui ont parlé et qui ont dit ma femme et mes filles sont des salcones et j'en suis fière. Et qui ont vraiment pris position, qui ont fait des chansons, qui ont fait des textes. Moi, je pense que ça dit la puissance de la question telle qu'elle est perçue dans l'opinion et dans le peuple de France. Alors, ce qui est intéressant, je vais faire une petite digression parenthèse. Tu parlais de Nicolas Sarkozy qui avait dit l'écologie ras-le-bol ou les écologistes ras-le-bol, un peu de la même manière ça suffit, et un peu de la même manière dont Brigitte Macron dit les féministes ras-le-bol, quoi, en des termes plus orduriers. Cette semaine, j'ai interviewé Yannick Jadot, sénateur écologiste, qui, en fait, lui, il fait une proposition de réponse Longue à ça. interview que je vous recommande. Oui. Et lui, il fait une proposition de réponse, en fait, à ça. Il dit, je vois bien, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'écologie ras-le-bol. Et d'ailleurs, dans notre société, là, on a l'impression que c'est en train de toucher de plus en plus de sphères. On ne parle plus d'écologie. Enfin, genre, il y a eu la COP au Brésil. C'est passé complètement sous les radars. Dans le budget, je vous raconte même pas. Enfin, genre, personne n'a parlé d'écologie. Et globalement, quand vous parlez aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays, vous leur dites écologie, il y en a beaucoup qui lèvent les yeux au ciel. Donc, il y a un problème. Et lui, il fait une proposition, c'est de dire, soyons conservateurs. Assumons, en fait, c'est un changement de braquet par rapport à ce que proposent les écologistes, et je suis pas très sûr qu'il soit suivi par son parti, mais il dit, il fait une proposition de dire, on va devenir conservateur, et il faut assumer d'être conservateur, pas réactionnaire, mais conservateur, et de dire ce que nous voulons, c'est conserver la nature. Là où je fais le parallèle, en fait, avec Brigitte Macron et le féminisme, c'est que en vérité, nous, ce qu'on a vu, en fait, le mouvement qu'on a vu, c'est un mouvement de défense qui va dans le même sens, en fait, que les militantes de Nous Toutes. Tu vois, c'est-à-dire que personne n'a remis en question, moi, dans les gens qui étaient autour de moi, l'action des militantes de Nous Toutes. Personne n'a remis en question du fait que il fallait cancel et attaquer Harry Habitant parce qu'il continue à faire ses spectacles. Tu vois, ça, c'était pas. Ça, moi, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça. Et moi non plus, mais ça n'a pas été remis en question. C'est pas ça. C'était pas. Parce tu vois, que c'est pas celle ça, qui l'a le mieux exprimé, je trouve, c'est Cécile Duflot sur RMC. On lui pose la question et en fait elle répond. Alors il y a cette question qui est posée, une question qui est pas tranchée par les féministes et hop, elle l'écarte en 2 phrases et après elle attaque Brigitte Macron, tu vois. Et elle dit il y a une question qui est posée à cet endroit-là, mais c'est pas le sujet, tu vois. Et là les gens ont dit mais c'est pas le sujet. Or pour beaucoup de gens, c'est quand même un peu le sujet. Genre, comment est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que finalement les féministes, elles vont pas un peu trop loin, sur beaucoup de sujets? Est-ce qu'elles en demandent pas trop quand elles veulent la couillotine, quand elles veulent je sais pas quoi. Oui, pourquoi elles s'en prennent pas au juge au lieu de s'en prendre à Harry Habitant? Voilà, par exemple, tu vois. Et Yannick Jadot fait la même chose en fait pour l'écologie. Est-ce que ça vaut mort sociale? C'est-à-dire en fait c'est la question qui a été posée à propos de Bertrand Cantat. Est-ce qu'il peut revenir sur scène? Après ses années de prison. Voilà. Est-ce que comment Polanski peut continuer de faire des films et de recevoir des prix? Voilà.
C'est cette question des hommes qui ont été mis en cause, pas toujours condamnés. Parce que Polanski n'est jamais allé aux États-Unis, donc il n'a pas été condamné. Il est condamné par contumace ou pas? Non, donc il n'est pas condamné. Donc Harry Habitant a bénéficié d'un non-lieu. Donc ces hommes qui ne sont pas condamnés ou qui ont été condamnés mais qui ont purgé leur peine, est-ce que ces gens-là peuvent continuer d'avoir une vie publique? Moi, je me souviens de la discussion qu'on avait eue à propos du député du Nord, là, d'Adrien Quatennens. Dans laquelle moi je pensais qu'il ne pouvait plus être député. Je ne pense pas qu'il ne peut plus faire de politique, mais je pense qu'il y a vraiment une question de la place publique et que quelqu'un qui a été condamné ou qui est lourdement accusé, pardon, mais Harry Habitant, moi je pense qu'il fait partie de ces 9 sur 10 qui passent sous les radars, qui ne sont pas condamnés, faute de preuves au sens de la justice, au sens où la justice l'entend. Voilà. Ce qui est quand même, là en l'occurrence, en plus dans le cas de Harry Habitant, c'est quand même, c'est gratiné. Il y a une vidéo qui est sortie, parce que genre, pour abonder dans ce que tu dis, il y a une vidéo qui est ressortie sur un plateau où Harry Habitant, c'était il y a 15 ans, embrasse de force une Miss France, Laurie Tillman, et en fait, on voit, elle se débat, elle ne veut pas, et lui, il prend toute sa force comme ça, et il l'oblige à l'embrasser sur la bouche. C'est d'une violence, enfin là, on peut pas dire que c'est autre chose qu'une agression sexuelle. Et ce qu'elle raconte, parce qu'il se trouve que cette femme aujourd'hui travaille à France Télévisions, elle doit être journaliste, je ne sais, et elle dit qu'elle a été obligée de rire parce que tout le plateau riait. Exactement. C'était Arthur, qui est un homme très progressiste, pote avec Brigitte Macron, qui dirige le plateau, et tout le plateau se barre devant Harry Habitant, forçant cette femme devant les caméras. Et elle dit qu'elle l'a vécu à l'époque, qu'elle a été obligée de rire parce que tout le monde rigolait, mais qu'en fait elle en est totalement traumatisée de cette affaire, mais je le comprends. Enfin, je veux dire, et toutes les femmes qui ont accusé les hommes de pouvoir de baisers forcés dans les couloirs, de mains sur les seins, etc., elles vivent, on ne se rend pas compte, mais elles vivent quelque chose qui est d'une violence très très choquante. Enfin, de toute façon, toutes les femmes le disent. Il n'y a pas de femme qui n'ait pas vécu ça. Donc c'est simple. Pas les hommes de pouvoir, parce que tout le monde ne rencontre pas des hommes de pouvoir, mais des hommes qui vous obligent à subir des actes sexuels qui ne vont pas jusqu'au viol. On ne va pas aller porter plainte parce qu'un mec vous a mis des mains sur les seins. C'est pas ça le sujet. Mais c'est quand même une appropriation de votre corps, une pratique qui est absolument insupportable. Et je pense que c'est ça que tu as raison de dire qu'il y a une partie qui disent ça va trop loin parce que du coup, on peut plus draguer. Ah, mais tiens, dans les histoires aussi qui se passent, je pensais pas du tout en parler, mais il y a cette affaire incroyable qui se passe à Ivry. Ah oui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, à Ivry, il y a une dirigeante de la jeunesse communiste qui a été violée et dont le violeur, qui était aussi membre du Parti communiste et dans l'appareil communiste d'Ivry, a été reconnu coupable. Et lors de son jugement, il y a plusieurs de ses camarades qui sont des élus municipaux, qui sont venus à son procès pour témoigner de leur sympathie, de leur soutien à ce monsieur, voire qui ont témoigné. Et donc, ça se traduit par le fait que 3 d'entre eux ont démissionné et que le 4e, le premier adjoint, a été démis de ses fonctions par le maire d'Ivry. Ce que je veux dire par là, c'est que ces affaires-là, ça s'est passé il y a 1 an, ce procès, et ils ne se sont même pas rendus compte, ces gens qui sont des responsables politiques, des communistes, se sont même pas rendus compte du caractère absolument scandaleux, inacceptable d'aller porter soutien public dans un tribunal. Une chose est qu'ils continuent de le voir le samedi soir pour manger la raclette. Je ne dis pas que ce monsieur ne doive perdre tous ses amis et qu'il doit être envoyé au bagne à Cayenne. Mais l'espace public, il y a quelque chose qui ne peut plus être toléré dans l'espace public. Et ça, pour les artistes, pour les hommes politiques de tous les niveaux, que ce soit Adrien Quatennens ou même eux là, ils sont condamnés de rien du tout. Ils sont simplement venus, mais ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas possible que la ville d'Ivry ait 4 élus dans le bureau municipal qui portent
appuie à un type qui a été condamné pour viol. Donc, c'est bien que il y a des gens qui ne voient toujours pas le problème, tu vois. Oui, tu as raison, mais n'empêche que le phénomène est devenu si important que bien qu'on soit en période électorale, ou parce qu'on est en période électorale, c'est ce que dit la plaignante, enfin la femme qui a été violée, elle dit c'est parce qu'on est en période électorale que j'ai été entendue. Elle a peut-être pas tort, mais en tout cas moi je pense qu'elle a surtout, qu'elle dit quelque chose à un moment où elle est entendue, parce que les choses sont montées en sensibilité dans la société, et je pense que je crois que c'est Julien Oudoul que j'ai vu passer sur les réseaux, le député RN qui a pris position en faveur de Habitants. Je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, tu vois. Je pense vraiment que on ne décide pas de son vote Rassemblement National en fonction de ça, mais parce que souvent je pense qu'on l'a aussi avalé cette question-là quand on vote RN, mais je pense que ça constitue une force pour créer une dynamique sociale qui s'oppose à l'extrême droitisation. Alors on ne l'a pas sur l'écologie et on ne l'a pas sur les migrants. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne crois pas que la proposition qui est celle de Jadot va permettre d'enclencher quoi que ce soit de positif. Parce que se proposer comme nouveau paradigme intellectuel, le conservatisme, parce qu'il le dit sur la nature, mais il ne le dit pas seulement sur la nature, il dit aussi sur les modes de vie, les protections sociales, le paysage, etc., les aménagements. Donc il dit quelque chose d'évident, c'est que les gens ne veulent pas que beaucoup de choses auxquelles ils tiennent disparaissent, mais la proposition qu'il fait, qui est de dire on va conserver, tout le monde sait bien que ça ne marche pas, parce que c'est totalement insuffisant par rapport à l'évolution de nos sociétés, et que le problème, mon grand maître Paul Chemetov, qui était architecte, disait conserver, c'est transformer. On ne conserve rien si on ne transforme pas. Le fond de la pensée, je pense que vraiment pour moi, c'est mon mantra, contrairement à lui qui dit pour conserver, faut être conservateur. Moi, je pense que pour conserver quelque chose, il faut être transformateur. C'est-à-dire qu'on ne changera, on ne conservera ce que nous aimons que si nous acceptons d'être dans une dynamique, et ça peut nous emmener sur le PLFSS. Sur le PLFSS, exactement. Donc ce projet de loi de finances de la Sécu qui a été voté cette semaine en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qui a été retoqué, parce que là on enregistre samedi, qui a été retoqué au Sénat dans la foulée, donc qui maintenant va arriver en dernière lecture, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, juste rappeler en deux phrases, il y a eu quand même un retournement de situation. On en avait parlé la semaine dernière, mais en quelques jours, tout le monde pensait, enfin on va dire il y a 10 jours, tout le monde pensait que ce PLFSS ne passerait pas, qu'il n'y avait pas de majorité pour le voter. Et puis en vendredi dernier, en quelques heures, là tout d'un coup, en fait les socialistes se sont rangés en fait au compromis et ont décidé que ils allaient avaler la pilule modulo quelques avancées, en fait, quelques deals, notamment... C'est pas eux, le retournement principal vient pas des socialistes. Pour moi, je pense que c'était acquis qu'ils allaient voter pour. Moi, je pense pas, mais... Moi, ce que je pense, c'est que l'évolution, elle est venue à droite et chez les écolos. C'est le fait que les écologistes aient décidé de s'abstenir. J'allais venir aussi. Et à droite, le fait que les LR, ils se sont vraiment divisés en deux groupes, en deux partis. 18 a voté pour, 28 se sont abstenus, mais 3 ont voté contre. Mais on s'attendait à ce que beaucoup plus votent contre et assez peu votent pour, parce que c'était des marqueurs qui ne leur convenaient pas. Et c'est surtout le groupe d'Édouard Philippe. Édouard Philippe avait annoncé plutôt un vote contre, et en fait ils se sont rangés à la raison supérieure de la stabilité, et ils se sont donc abstenus pour quasiment tous. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui s'est produit. Moi, que les socialistes votent pour, ça m'a pas du tout surpris. Ça me paraissait acquis dans la mesure où ils s'étaient engagés dans cette négociation, et que en gros ils obtenaient les points sur lesquels ils avaient mis ce qui s'appelle maintenant les lignes rouges. Donc voilà, moi ça me paraissait acquis, cette affaire-là. Par contre le reste, je vois pas où il y avait les lignes rouges, mais enfin bon, à part le 49.3 non. Ah bon, il y a eu la taxe Zuckman? Non, mais c'est pas. Mais la taxe la taxe Zuckman, c'est pas dans le PLFSS.
Ça, c'est dans le projet de budget. Non, mais c'est dans le projet de budget de l'État. Oui, donc c'est pour ça que le projet du budget de l'État, l'affaire n'est pas faite. Là, ce que les socialistes ont demandé concernant la sécurité sociale, c'est que, par exemple, il n'y ait pas l'année blanche sur les prestations sociales, les retraites, etc., qu'il n'y ait pas le doublement des franchises médicales. Enfin, ils ont demandé un certain nombre de choses qu'ils ont obtenues. Et moi, je pense... C'est génial parce que, genre, ce que tu dis, Catherine, c'est genre, ils ont demandé des choses qui n'étaient pas là, en fait, enfin, qui étaient dans le projet de loi. Tu vois, des propositions, et ils ont dit, s'il vous plaît, enlevez-les, tu vois. Il n'y a pas de proposition. C'est exactement ce que dit Boris Vallaud. Il dit on a réussi à enlever les horreurs. Donc les pires horreurs. Et c'est pour ça que moi je suis totalement contre le vote qui a été le vote des socialistes. Mais c'est pas parce que je considère pas que réellement ils ont obtenu quelque chose. Ils ont obtenu quelque chose et ils ont obtenu que le budget voté soit moins pire que le budget proposé, élaboré par, comment il s'appelle François Bayrou. François Bayrou. Ouais, c'est François Bayrou qui avait mis tout ça sur la table, donc les jours de carence, enfin voilà. Il reste des choses, hein, les 30 jours maximum d'arrêt maladie, le fait que les prestations les allocations familiales passent soient réduites. Un certain nombre de choses restent, mais le pire du pire n'y est pas. Ça, je pense que c'est vrai. Et dernier ajout qui a été fait le vendredi pour obtenir le vote notamment des écologistes, c'est que l'ONDAM, c'est-à-dire ce qui fixe le budget, les dépenses de santé, a été augmenté. Normalement, devait suivre strictement l'inflation et est passé à 3%, sachant que les projections sur les besoins qui sont strictement liés au vieillissement de la population auraient dû le porter à 4% et non pas 3% comme ça a été accordé. Et ça ne dit rien de tout ce qui est à rattraper pour le passé et des questions nouvelles qui se posent en matière de santé. Donc voilà. Mais donc moi je pense que l'attaque contre le vote des socialistes sur le thème c'est de la foutaise ce qui a été obtenu n'est pas juste. Ils ont obtenu quelque chose et réellement le Cornu leur a lâché des trucs et réellement la droite a fini par le voter ou par le laisser passer alors qu'il y avait tout un tas de mesures qui ne leur convenaient pas. D'ailleurs, ils l'ont bien dit au Sénat, dans un Sénat qui devient de plus en plus... Alors là, eux, ils sont complètement radicalisés, ils sont incontrôlables. Incontrôlables. Les sénateurs deviennent fous, là, mais bon. Alors, à la fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, à la fois, tu dis... J'ai toujours un problème avec ce qu'ils ont obtenu, puisque en fait, ils ont obtenu, c'était le musée des horreurs, mais c'était des propositions, et eux, ils ont obtenu que ces propositions, donc ces mesures qui n'existaient pas, en fait, auparavant, n'adviennent pas. Enfin, tu vois, c'est genre, tout ça a été théorique. Ils n'ont pas obtenu de choses positives, mais ils ont obtenu que le pire n'advienne pas. Le pire du pire. Si, ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Oui, mais enfin, c'est une blague, là, ça laisse tomber ce truc-là, on en a déjà parlé. Ça, pour le coup, ils l'ont obtenu en dur, quoi. Genre, c'était un truc qui n'existait pas. Et tu vois, le reste, ils ont supprimé des trucs qui étaient des propositions. Bon, au-delà de cette question, tu vois, genre, il y a la question de leur positionnement politique, etc. Genre, pourquoi est-ce que aujourd'hui on est dans cette situation, et pour les socialistes et pour les écologistes, comme tu l'as dit, l'abstention des écologistes était nécessaire à ce que ce budget passe. Hein. Donc c'est quand même non négligeable cette abstention. Chez les écologistes, ça a été aussi divisé, hein, c'est-à-dire qu'en fait les élus de l'après-génération et François Ruffin ont voté contre. Exactement. Donc c'est vraiment les écolos purs et durs. Parce que dans ce qu'on appelle le groupe écologiste, il y a quand même, en gros, les écologistes et puis tous ceux qui sont de la gauche non socialistes et non LFistes qui y sont. Donc, il y a une interrogation sur ces gens-là, en fait. Genre, pourquoi est-ce que, à la fois, donc, les écolos et les socialistes se sont abstenus ou ont voté pour Et là, ça devient, c'est-à-dire, je vois en fait le jeu des socialistes. Tu vois, moi, j'ai eu une épiphanie cette semaine. En fait, les socialistes, ce qu'ils veulent, c'est être dans le game. Tu vois, genre, ils veulent être là où ça se passe. Et il s'avère que depuis un an, on parle énormément d'eux. Tous les 2 jours, il y a dans le monde, je sais pas où, là, une grande interview de Boris Vallaud, une grande interview d'Olivier Faure, qui vous explique même de Patrick Caner, non, tu vois. Si jamais ils commencent à se mettre dans l'opposition stricte, en fait, comme les Insoumis,
mais ils vont passer en fait sous les radars, parce que genre ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus forts aujourd'hui, à la fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, et même, je vais dire politiquement, ceux qui ont la proposition et le projet le plus fort, c'est les insoumis. Donc ils n'existeront plus. Donc là, ils ont trouvé une façon en fait d'exister, c'est être la béquille de Sébastien Lecornu, permettre à Sébastien Lecornu de rester au pouvoir et donc du coup de récupérer la lumière et de dire voilà, nous avons des victoires. Parce que admettons, regarde, je prends un autre exemple. Admettons qu'ils aient obtenu que la gauche ait obtenu la suspension, voire la suppression de la réforme des retraites, tu vois. Par un jeu avec le RN, etc. Enfin, on pourrait l'imaginer, mais ça serait, les lauriers ne reviendraient pas à ce moment-là au Parti socialiste, mais à ceux en fait qui parlent le plus fort et qui sont les plus forts, c'est-à-dire aux insoumis. Là, ils ont réussi à mettre ça à leur crédit, à eux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est à leur crédit, à eux. C'est Boris Vallaud qui dit nous avons gagné ça et ça. Je pense que ça, c'est ce qui guide en partie aujourd'hui leur façon de faire. Je comprends beaucoup moins les écologistes. Enfin, je ne sais pas ce qui a été promis aux écologistes pour qu'ils acceptent en fait de s'abstenir sur un texte aussi important que le budget de la sécurité sociale. Alors, j'ai des hypothèses qui sont liées peut-être aux élections municipales qui arrivent dans quelques mois et dont on va reparler. Mais sinon, les arguments de raison purs et simples qui disent on est pour la stabilité, etc. Je sais pas, parce qu'en vérité, je ne sais pas si voter contre le budget était vraiment un choix qui mettait de l'instabilité. Moi, je pense que ce budget, le vote de ce budget, met aussi de l'instabilité dans le pays. Et sûrement peut-être de façon encore plus profonde. Donc, j'avoue que je comprends pas. Toi, tu as une explication pour le vote des écolos ? Moi, j'ai une explication. Je pense que les socialistes et les écologistes n'ont pas fait le même vote parce qu'ils ne font pas tout à fait la même analyse. Je pense que pour ce qui concerne les socialistes, je crois que malheureusement, ça fait longtemps qu'on le dit, depuis 2018 où Olivier Faure a essayé de remettre le Parti socialiste dans une dynamique plus à gauche, ils n'ont pas fait le travail intellectuel qui leur permet de sortir du social-libéralisme. Et en fait, ils ne voient pas d'alternative vraie en dehors de demander qu'il y ait un peu plus de CSG et de je sais pas quoi. Enfin, ils n'ont pas une approche profonde des questions qui se posent au pays. C'est-à-dire que je crois qu'ils pensent qu'on peut continuer de faire des petits arrangements. Parce que quand je dis arrangement, on croit que c'est des arrangements politiciens. Non, des petites réformes, des petits ajustements, des petites augmentations de la taxe Zuckman qui devient un impôt sur la fortune, de je sais pas quoi, du niveau de la CSG, que c'est à coup de petites choses qu'on va y arriver. Je pense profondément que les socialistes n'ont pas une vision alternative des questions. C'est-à-dire que là, ils pensent que on a fait le plus qu'on pouvait compte tenu du niveau du déficit français et que c'est pas si mal que les retraites ne soient pas gelées et que l'Ondam soit passé à 3%. Je pense qu'ils sont véritablement, moi je crois pas que ce soit simplement pour être les stars du Monde, du journal Le Monde, qu'ils fassent cela. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre pensée que celle-là. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée de ce que dit Jérôme Guedj, de leur utilité. Et l'utilité socialiste, depuis un moment maintenant, mais en fait depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis que Jospin a été Premier ministre et qu'il a fait sa conversion, parce que ça s'est passé dans cette période-là. C'est à ce moment-là, il se trouve que Jospin et Tony Blair arrivent au pouvoir en même temps et que Tony Blair fait cette bascule de la social-démocratie au social-libéralisme et que Jospin finit par s'y rallier, et le Parti socialiste en entier, et notamment celui qui était le premier secrétaire du Parti socialiste à l'époque, François Hollande, qui a transformé les statuts du Parti socialiste et qui a été élu sur une base social-libérale, qui a pratiqué une politique social-libérale, qui a donné le futur président au pouvoir. Et Boris Vallaud était secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque, et Olivier Faure était le président du groupe du Parti socialiste au Parlement. Ce que je veux dire, que tous ces gens étaient profondément liés à cette politique. Et ils n'ont pas
inventé. Ils ont vu que ça les mettait dans le trou politique, ils ont bien vu le problème. Donc Faure a essayé de dire on va s'allier avec le reste de la gauche, mais ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas dans leur logiciel, mais d'ailleurs on le voit, je veux dire, il n'y a pas de force et de projet ou d'incarnation d'une alternative social-démocrate. Celui qu'ils ont espéré pouvoir le charger de cela, Raphaël Glucksmann, n'y parvient pas. Je veux dire, ils sont encore, en fait, totalement avec moins de violence, avec un esprit plus ouvert et moins réactionnaire que Macron, et plus démocrate, moins vertical que Macron, etc. Mais ils n'ont pas profondément, et on l'avait dit à propos des retraites. Donc ça, c'est la première chose. Attends, juste, là, tu n'expliques pas pourquoi il y a un changement de braquet des socialistes. Parce que, quand même, comme tu l'as dit très bien, à un moment, ils étaient dans la NUPES, ils étaient dans le Nouveau Front Populaire, ils ont signé les programmes en bas de la page. Écoute, moi, je ne l'ai jamais cru. Voilà, c'est clair, et je crois que je l'avoir dit maintes et maintes fois. Oui, je veux dire, alors pourquoi ils changent ? Tu vois, il y a quand même un changement. La NUPES et le NFP, ça a été une alliance qui avait une dynamique politique et qui a eu une résonance très forte parce que le peuple de gauche veut que la gauche s'unisse, en particulier pour combattre l'extrême droite. Il n'y a pas eu d'élaboration collective, de discussion. Enfin, je veux dire, le programme commun, ça a mis 10 ans à se négocier entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Vous ne pouvez pas me raconter qu'en 4 nuits, les socialistes sont devenus des radicaux. Pas du tout. Ils ont signé ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait une alliance pour pouvoir combattre le Rassemblement national, parce que le peuple de gauche a fait pression sur les appareils et tous les appareils ont été sommés de signer, mais il n'y a pas eu de changement profond de... Voilà. Donc là, le peuple de gauche n'est plus mobilisé, il n'y a plus de risque aucun à nulle part. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses, c'était juste il y a un an et demi. Parce que je pense que, alors, en l'occurrence, ils n'ont pas changé leur logiciel profondément et il n'y a rien qui le montre. Dans leur texte, je veux dire, ils ne proposent pas une autre mode de développement, une autre logique économique, une autre logique de création de richesse dans lequel le développement des êtres humains serait central, par exemple. C'est pas du tout ça qu'ils appréhendent. Ils sont pas du tout sur cette logique-là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que d'une certaine manière, ils sont sensibles à la question il faut un budget, il faut de la stabilité politique, et ils ne veulent pas de dissolution. Ils ne veulent pas de crise politique parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts. Moi, je pense qu'ils ne seront pas prêts en 2026, en 2027, parce qu'ils n'ont pas eu d'idée, ils n'ont pas commencé à réfléchir, et c'est pas parce qu'ils l'ont pas fait depuis maintenant que c'est quand 2017. Depuis 2017, mais ça va faire 9 ans qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qui s'est passé. Et moi, la promesse qu'ils vont faire la dernière année, croit celui qui veut croire. Moi, je crois qu'ils ne le feront pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore pris le tournant. Et c'est un tournant social-démocrate, enfin, la remise à plat et la réinvention d'un projet social-démocrate. Il n'y a aucun pays dans le monde qui l'ait fait, en dehors peut-être du Danemark, qu'on nous vante si souvent, parce que le Danemark, lui, il est devenu la social-démocratie réservée à ceux qui sont aux Danois. Voilà. Donc ça, c'est la proposition social-démocrate danoise. Xénophobe. Bon, voilà, totalement xénophobe, mais qui n'est pas possible en France de le proposer ainsi. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas pensé. Et pour ce qui concerne les écologistes, moi, je pense que les écologistes ont été sensibles au fait que si ça n'était pas voté, et c'est pour ça que ma critique à l'égard des socialistes, elle ne porte pas sur le vote précis, elle porte d'une façon plus générale sur le fait qu'ils n'ont pas travaillé. Et quant aux écologistes, ils n'ont pas beaucoup plus travaillé, mais eux, ils ont été sensibles au fait que si ça ne passait pas, c'était l'ancien budget qui allait s'imposer avec des mesures socialement extrêmement difficile, et c'est pour ça que je ne leur en veux pas non plus profondément, parce qu'en fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je voudrais dire une chose, c'est que ce qui est très très problématique dans ce qui se passe là, c'est qu'en fait, les partis politiques se superposent complètement aux groupes parlementaires. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun discours disant « Ok, au Parlement, on fait ça parce que c'est le rôle des députés de voter ça pour que le budget ne soit pas pire. Mais nous, notre position, voilà ce que nous proposons en termes de politique de santé. Voilà le budget que nous proposerions. Il y a eu un écrasement de la politique sur la vie
au Parlement qui empêche en fait que les choses politiques émergent et qu'en fait là ce que Clémentine Autain dit de manière tout à fait juste, c'est que le pire de tout ça, c'est que en fait ce budget qu'ils ont voté, les socialistes, et qu'ils ont laissé passer les écologistes, apparaîtra aux yeux du grand public comme étant un budget gauche compatible. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pas simplement leur vote qui le fait, leur vote y contribue, mais surtout ce qui le fait, c'est qu'il n'y a pas de discours alternatif à ça. Il n'y a pas de gens qui disent voilà ce que nous voudrions faire comme politique alternative. Et je pense qu'on est devant un effacement de la politique au bénéfice soit de la gestion des hauts fonctionnaires qui dirigent tous le Parti Socialiste, parce que tous ceux qui sont les Lebrun, les Gage, les Boris Vallaud et compagnie sont tous des mecs qui sont des hauts fonctionnaires formés par l'ENA. Donc c'est ça la matrice politique du Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont responsables, raisonnables, en charge de... Mais moi je trouve qu'ils ont appris à faire ce qu'à l'ENA on apprend. Ce n'est pas de la politique. L'ENA n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là, on est là pour gérer l'État. Et ils gèrent l'État. Et ils en oublient que le problème, c'est qu'une société, ce n'est pas qu'un budget de la sécurité sociale. Et qu'en l'occurrence, ce qui est en train de se passer, enfin, je veux dire, on le voit. Là, en ce moment, il y a cette histoire d'épidémie de grippe qui menace. On voit à quel point on est devant une difficulté terrible pour les gens. 7 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants, les difficultés d'accès pour tous les soins. Enfin, bon, c'est une situation qui ne peut pas durer et personne ne le dit. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont voté ce truc-là, ils ont dit « ouais, c'est pas un budget idéal ». Mais ils n'ont pas dit ce qu'ils proposeraient d'alternative. Je pense que tu as tout à fait raison. Je valide tout. Et je terminerai peut-être en disant que il y a là à la fois chez les écolos et chez les socialistes, tu vois, tout le monde dit ouf. Le budget est passé et ça ne sera pas, comme tu l'as dit, le budget de l'année dernière. Mais derrière, il y a un risque politique qui pourrait se concrétiser, prendre forme dès le mois de mars prochain, c'est les élections municipales. Parce que en faisant ce choix de s'accoler entre guillemets au macronisme et à Renaissance, à faire croire en fait que ce budget qui a été validé de la sécurité sociale est, comme tu le dis, gauche compatible, il pourrait perdre des plumes en fait au mois de mars, parce que genre vous avez tous les gens qui pourraient voter pour eux, qui sont en fait des gens de gauche. Les gens qui vont voter socialiste ou qui pourraient voter écologiste aux élections municipales, c'est des gens de gauche. Ils vont se dire non, pourquoi je vais aller voter pour des gens qui ont permis à Sébastien Lecornu de rester au pouvoir. Bon non, Zob, je vais aller voter pour les autres, ceux qui, à gauche, parce que on parle des gens de gauche dans certaines métropoles, qui, eux, se sont clairement positionnés dans l'opposition, et je suis sûr qu'ils vont faire campagne là-dessus, c'est-à-dire la France insoumise, en gros, et le Parti communiste. C'est-à-dire que c'est les seuls, en fait, à avoir dit non très clairement à ce budget. Donc après, là, je suis en train de faire des hypothèses. Je ne dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des candidats, notamment France insoumise, taper en fait sur leurs opposants, leurs adversaires de gauche, socialistes et écologistes, en mode ça c'est les gens qui ont qui permettent à Sébastien Lecornu de rester au pouvoir. Oui, je pense qu'ils en récupéreront des voix, mais surtout c'est que ça va obérer toute dynamique. Oui. C'est-à-dire que déjà ils ont déjà un tout petit peu de mal. Mais tu vois, dans l'histoire aussi qui est le fait qu'on n'ait pas de partis qui émettent des sons et des images, en fait, qui disent quelque chose, c'est que le Parti socialiste il apparaît comme lié, par exemple, à la politique de Anne Hidalgo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils ne prennent pas de distance avec... ils n'inventent pas d'autres façons de gérer, ils ne proposent pas des solutions alternatives à ce qui est en train de se passer, par exemple à Paris, mais d'une façon générale dans les grandes métropoles avec... un foncier de dingue, un prix des logements de dingue, et donc un séparatisme en fait et un dysfonctionnement très très grave des grandes villes françaises. Mais ils ne disent rien de tout ça. Ça, c'est au plan national et au plan politique, mais surtout, c'est que je pense qu'ils vont... je veux dire, il y a plein de gens qui vont dire, franchement... moi, je pense que ça va leur coûter, mais le temps de l'incubation politique
ce n'est pas forcément en 2-3 mois, parce que dans 2-3 mois, on ne sera pas encore sorti complètement de ces affaires de budget. Mais c'est par contre, quand on va faire le bilan dans 1 an, au moment de l'élection présidentielle, quand on sera dans campagne électorale présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas oublier de rappeler leur incohérence ou leur lâcheté ou leur turpitude. Et tu dis ça avec, je pense qu'on terminera là-dessus. Là, on parlait du budget de la sécurité sociale, donc il y a toutes les chances d'être voté la semaine prochaine, sa version définitive. En revanche, il y a aussi un autre pan du budget qui doit être voté, c'est le budget de l'État. Et ce budget de l'État, qui est à hauteur de 600 milliards, quand même pas négligeable, là, lui, il a très peu de chances. Alors là, attends. Crois celui qui veut croire. Non, moi, tu j'ai penses besoin que lui aussi va être voté? Bien sûr que les socialistes vont le voter, mon frère. Ils n'ont pas fait tout ça, ils n'ont pas mangé, tu vois, bu le calice jusqu'à la lie pour se retrouver avec une crise politique. Mais là, non. Là, il n'y a pas que les socialistes. Je rappelle qu'en première lecture, le texte du budget de l'État avait été voté. Il y avait eu un seul vote pour sur les 577 députés. Non, mais c'est-à-dire que là, ça va largement au-delà juste des socialistes, tu vois. Il y a les Renaissances qui n'en veulent pas, les Horizons qui n'en veulent pas, les LR qui n'en veulent pas, le Modem qui n'en veut pas, personne n'en veut. Donc bon, ça va être une autre paire de manches. Donc moi, mon pari, c'est que je pense que celui-là ne sera pas voté, qu'il y aura une loi peut-être spéciale. Que tu as raison, mais moi, ce dont je te parlais, c'était du Parti Socialiste. Je ne crois pas, sauf s'il n'y a aucune chance qu'il soit voté, peut-être qu'ils participeront de la danse, mais je ne crois pas que les socialistes s'opposeront au budget de l'État pour les mêmes raisons. Qu'il n'y ait pas de dissolution, qu'il n'y ait pas de bordel politique, et parce qu'ils vont réussir à gagner 2-3 trucs ils gagneront pas la taxe Zuckman, mais ils gagneront 2-3 trucs qui amélioreront ou qui enlèveront le pire du pire. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais il n'y a pas de vote du budget d'État, il y aura une loi spéciale, et donc il y aura à nouveau une discussion sur le budget de l'État à la fin du mois de janvier, au mois de février. Et donc ça réduit d'autant, en fait, la campagne des municipales, et qui... du coup, commencerait à la fin du mois de février pour, loi durer 3 semaines. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui se plaignent, en fait, de ne pas pouvoir faire campagne parce que cette question nationale du budget écrase tout. Et ça vaut pour, des socialistes aussi, tu vois, qui disent, non mais là, en fait, vous êtes en train de nous parasiter. Nous, on va bien faire une campagne tranquille, faire des propositions, et là, on est en train de nous traiter de sociotraîtres, en fait, dans la rue, donc, et dans nos meetings. Donc, c'est assez insupportable. Bref, on verra comment tout ça se goupille, à commencer par la semaine prochaine. On n'est pas à l'abri non plus de rebondissements divers et variés à énormément d'endroits de la période. Quel suspense. Dernier sujet qu'on voulait aborder, la question du monde. J'adore. Petite question comme ça à la fin. Et de l'Europe et de sa place dans le monde, en fait. Tu vois, c'est ça la question. Donc, il y a eu des offensives très caractérisées de la part de l'administration Trump, notamment le week-end dernier, un document qui a été publié par la Maison-Blanche et paraphé par Donald Trump, qu'on avait signé l'introduction particulièrement violent à l'égard de la doctrine telle qu'elle était, la doctrine en matière de relations étrangères telle qu'elle a été pensée par la Maison-Blanche, à l'égard donc de l'Amérique du Sud, où il disait c'est parti, on va refaire comme avant, on va sécuriser toutes les voies d'approvisionnement, etc. Sous-entendant que il pourrait envoyer des militaires dans tous les pays et tout pour sécuriser leurs entreprises, je sais pas quoi. Et aussi vis-à-vis de l'Europe, où là c'était en gros il faut détruire l'Europe, quoi. Enfin, je veux dire, on va les écraser, on va les, enfin de toute façon ces gens-là ne nous intéressent plus, ils sont nuls, etc. Et leur unité est vraiment de façade, et tout cela matiné par ce que proposent en fait les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire un modèle de famille catholique, chrétienne, traditionnelle, voilà, traditionnel. Un modèle de famille traditionnelle qui va constituer en fait le cœur de leur soft power, quoi. C'est plus la liberté, ils sont plus c'est plus les freedom fighters, tu vois, c'est la famille traditionnelle qui, avec ça, ils veulent inonder
le monde, quoi. Ouais, c'est plus que la famille traditionnelle. C'est une civilisation qui serait attaquée, et notamment par les hordes migratoires. Donc, ils veulent. Enfin, c'est un discours vraiment raciste, quoi. C'est-à-dire que nous avions une civilisation blanche avec la famille traditionnelle, donc la hiérarchie des sexes et des genres tout à fait bien installés, qui serait mise en danger par ça. Et Trump, enfin, je veux dire, moi j'ai trouvé que son document. Enfin, vous en avez entendu parler, vous allez encore en entendre parler, mais c'est un document qui est installé vraiment sur deux piliers. Un qui est la défense des intérêts économiques des États américains, publics et privés, c'est-à-dire qu'il dit en fait que l'administration, les ambassades, etc. doivent défendre les entreprises dans le monde. Donc c'est vraiment l'administration au service des entreprises américaines. Et de l'approvisionnement, donc notamment tout ce qui concerne les métaux, l'énergie, les terres rares, etc. Donc les approvisionnements stratégiques. Donc ça, vraiment, il y a une forte insistance sur les intérêts économiques de l'Amérique, appuyé sur une puissance militaire pour la protéger. Et puis, il y a un deuxième pilier dedans, c'est la défense d'une certaine civilisation. Et dedans, ils disent pour eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc, on ferme les frontières et on aidera dans l'Europe les partis patriotes, ils les appellent comme ça, c'est-à-dire que exactement le vocabulaire pris par les extrêmes droites, nous aideront les partis patriotes qui en fait défendent à leur manière les mêmes valeurs et les mêmes orientations. Moi, ce qui me frappe dans cette discussion, si tu veux, c'est que il y a du côté des Européens, alors tout le monde a noté le silence, en dehors de Merz, Frédéric Merz, le chancelier allemand, qui lui a eu une espèce de réaction en deux temps en disant on n'a pas de leçons à recevoir. Et dans un deuxième temps, mais enfin, si Trump ne peut pas supporter l'Europe, l'Allemagne peut être son partenaire. Donc, le ferment de l'éclatement et de la division est vraiment là. C'est pas Trump qui l'importe, hein, parce que je veux dire le fait qu'en Europe on ait, qu'il y a déjà eu le Brexit déjà pour commencer, donc cette première élément quand même événement considérable qui est le départ de l'Angleterre de l'Europe, la montée des extrêmes droites aussi est un événement, mais que le chancelier allemand dise on peut être votre partenaire si vous ne pouvez pas supporter les Européens, je trouve que c'est particulièrement significatif ce que nous on a relevé avec l'équipe de Regard, parce qu'en fait on a fait une recherche sur ce truc. La phrase était tellement sidérante qu'on s'est dit mais c'est pas possible, c'est un fake ce truc. Et en fait c'est Pablo qui a fait ça, il a recherché avec Google Translate dans la presse allemande. La presse allemande commente abondamment cette phrase, ce morceau de phrase. L'Allemagne peut être le partenaire de Donald Trump. La presse française s'arrête à la phrase d'avant, en fait. Voilà, c'est ça. Et ne parle pas de cette phrase-là. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un silence. Je pense que le truc est tellement violent que personne n'en dit rien. Et alors, bon, quand on dit personne, c'est en particulier pas les autorités françaises. Mais les partis politiques, il n'y a pas eu, en dehors de... non, je n'ai pas entendu de réaction construite à gauche pour attraper cette question. Parce qu'en fait, cette question, elle pose, notamment pour la gauche, la question de son rapport au projet européen, qui n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, dans une récente intervention, disait, voilà les 4 défis, les 4 nouvelles frontières que je propose à la France. Et il dit la mer, l'espace, les nouvelles technologies, et il ajoute la 4e, c'est la santé. Donc voilà les 4 horizons. Il en dit peu parce que c'est pas, enfin je veux dire, il n'est pas un spécialiste de tous ces sujets, et d'une certaine manière, JFK, Kennedy, quand il a dit aux États-Unis notre nouvelle frontière c'est l'espace, il n'était pas non plus un ingénieur de la NASA. Il disait juste un cap politique. Donc Mélenchon donne un cap politique et il donne
Mais ces objectifs-là, je ne crois pas que ce soit atteignable par la France seule. Ce sont forcément, alors si en plus on ajoute les questions d'autres questions comme mineures, comme par exemple celle du climat ou celle du grand banditisme, etc., qui sont des questions transnationales, voilà, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'articulation entre un projet pour le pays et un projet européen. On ne sait pas où se situe l'Europe dans cette affaire. D'autant que, en fait, l'Europe apparaît complètement à la ramasse parce que la remise en cause du néolibéralisme qui s'est installé aux États-Unis dans les années 80 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher est remis en cause par les Américains, et tu as toute l'Europe qui est fondée sur ce néolibéralisme et qu'elle ne défait pas, qu'elle ne conteste pas, et dont on continue de voir ses effets, par exemple avec les remises en cause pour ArcelorMittal, les entreprises qui continuent de fermer, etc. C'est-à-dire en fait une option néolibérale qui est structurante dans le projet européen, qui n'est pas contestée au sein de l'Europe, que la gauche ne critique pas parce qu'elle n'intègre pas la question européenne dans son propre projet alternatif. Par contre, les droites et extrêmes droites continuent, elles, de porter un nouvel agenda, parce que là, l'Europe est en train de voter des mesures complètement dingues sur la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'ils votent le fait, au Parlement européen la semaine prochaine, que les étrangers qui seraient refoulés pourraient être refoulés dans un pays tiers, c'est-à-dire ce que l'Angleterre avait imaginé de faire pour ces étrangers avec le Rwanda. Ben voilà, c'est ça la nouvelle proposition européenne. Donc, et ça a l'assentiment du PPE, et des groupes d'extrême droite. Ensemble, ils sont en train de faire passer ça. Donc on a une droite et une extrême droite qui s'alignent sur l'agenda trumpien contre l'immigration. Le groupe central de la Commission européenne qui continue de défendre un truc qui est terminé, le néolibéralisme, et la gauche qui est pas capable de repenser son propre projet et son articulation avec le projet européen. Peut-être parce qu'on est trop faible en Europe et qu'on se dit on ne touchera pas le caramel, donc on ne va pas parler de l'Europe. Mais moi, je crois que ce n'est pas possible de ne pas intervenir sur ce qui se passe et de ne pas commencer à proposer un nouveau projet européen parce que celui-là, il est fini. Moi, je pense que... c'est d'ailleurs moi quelque chose qui m'étonne assez. Tout à l'heure, tu parlais des partis et des groupes politiques à l'Assemblée nationale qui étaient collés, en fait. Et qu'il n'y avait pas d'espace, en fait, pour... moi, je pense que c'est un peu la même chose au niveau européen. C'est-à-dire que, tu as le pouvoir européen, c'est-à-dire qui est concentré à la Commission et puis un peu au Parlement, mais maintenant ils ont la même tête, qui s'appelle Ursula von der Leyen, tu vois. Et puis c'est tout. Et en fait, qui parle au nom de l'Europe? C'est Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, la responsable des relations extérieures, et c'est tout. Il n'y a pas d'Europe des travailleurs et des travailleuses, tu vois. Nous, par exemple, au bout d'un moment, quand on discute du budget de la sécurité sociale et de l'État, au bout d'un moment, tu as Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT, qui va à la radio et qui dit, voilà, au nom des travailleurs et des travailleuses français et françaises, voilà ce que je dis, voilà ce que j'ai à dire, tu vois. Au niveau européen, ça n'existe pas. Il n'y a pas de syndicats, il y a des syndicats européens, mais qui existent beaucoup moins en fait que les syndicats nationaux. Il y a des partis nationaux, mais il y a soi-disant des partis européens, mais en fait ils n'existent pas. Je veux dire, il n'y a aucune coordination, il n'y a aucune recherche en fait de ça. Et donc, quelle autre voie aujourd'hui existe pour dire nous sommes l'Europe que la voie de la Commission européenne? Aucune. Donc en fait, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas en fait à crier plus fort que Ursula von der Leyen. La gauche n'arrivera pas à crier plus fort qu'Ursula von der Leyen pour dire nous sommes l'Europe puisque nous ne cherchons pas à le faire. Et ça fait de 70 ans en fait qu'on ne cherche pas à le faire. On n'a pas les structures, on n'a pas non plus la pensée. Exactement. Je veux dire, on n'a pas la. Ça va un peu ensemble. Oui, non mais t'as pas tort. Tu vois, la commission, ils ont pensé la structure et après, hop, il y a eu une pensée, tu vois. Mais ils ont d'abord pensé la structure, tu vois, avant de penser la pensée. Et voilà. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est que quand Kaja Kallas, elle dit, donc c'est la commissaire en charge des relations extérieures de l'Union européenne, elle dit après ce document de Trump, elle dit les États-Unis restent le plus grand allié de l'Europe.
nous on tombe de notre chaise, mais qui est capable de dire non madame? Non, madame, l'Europe ne sera pas, en fait, genre le vassal des États-Unis. Personne. Personne n'a possibilité de le faire, si ce n'est peut-être Emmanuel Macron ou Friedrich Merz. C'est les seuls, tu vois, à ce niveau-là. Mais il y a un parti d'opposition ne peut pas le faire. Tu vois, ils n'ont pas la force. Emmanuel Macron est très, très affaibli par son discrédit national, donc il n'a pas une voix qui porte. Moi, quand on s'est parlé tous les deux avec Pablo en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, le seul, moi, que je trouve qui a un peu un crédit à l'échelle européenne, pour moi, c'est Varoufakis. Franchement, hein, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est donc l'ancien ministre de l'économie grec qui continue d'intervenir dans l'espace public, dont il nous autorise régulièrement à publier, traduire ses articles dans Regard. Donc, si vous voulez le suivre, vous pouvez regarder sur le site de Regard. On publie régulièrement des textes de Varoufakis, mais je ne vois pas de personnalité de ce rang-là capable de porter un discours sur l'Europe. Parce que même Villepin, il n'en parle pas de l'Europe. C'est pas son sujet, quoi, à Villepin. Non, mais c'est pour ça que, en fait, l'idée selon laquelle il faudrait structurer une pensée sur l'Europe au niveau européen, pour la gauche, hein, je parle pour la gauche, pour l'opposition du coup de gauche, structurer une pensée et ensuite trouver en fait des incarnations en fait pour porter cette pensée, et que quand Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas disent des bêtises, tu vas dire bah nous on sort notre truc et puis il dit le contraire, mais ça n'existe pas. Alors moi pour avoir travaillé au Parlement européen, je vois aussi les problèmes que c'est, parce que genre les cultures de gauche au niveau européen sont très très différentes, voire divergentes. Enfin, je veux dire, entre le Parti communiste portugais, le Parti communiste français et le Parti communiste grec et genre Die Linke en Allemagne, mais accroche-toi, hein, enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui pense pareil sur la majorité des sujets, y compris les sujets où nous, en France, des socialistes aux communistes en passant par les insoumis, il y a une relative harmonie, tu vois, genre, les autres, vraiment, mais même sur le partage des richesses, sur la récupération d'outils de production et tout, ils sont à des endroits différents, ils sont à des endroits très différents aussi de radicalité, tu vois, t'as des traditions, t'en as qui tuent encore, enfin, t'en as qui ont encore envie de zigouiller, en fait, les policiers, là où d'autres sont vraiment rangés dans le pouvoir, enfin, je veux dire, c'est très compliqué, hein, donc je pense que c'est pas demain la veille qu'il y aura une réponse unie sur le sujet de la gauche. Mais je veux dire, la nécessité, elle s'impose absolument qu'il y ait une autre... Moi, je crois que la question européenne reste une question devant nous, qu'on ne fera pas sans, et que donc il faut le penser et qu'il faut proposer un projet européen. Alors qui, je ne sais pas, pas toi, pas moi, mais non, justement pas nous, mais enfin encore que nous, en insistant, on a fait deux newsletters cette semaine sur le sujet, en insistant sur l'importance de la question, on alerte ceux qui nous lisent au moins, quelques candidats à l'élection présidentielle, semble-t-il, voilà, lisent la newsletter de Regard et peuvent entendre que c'est une question sine qua non pour la France, pour l'Europe, pour l'avenir du monde. Et bien sur ces bons mots, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tu sais, on aurait pu parler de Nicolas Sarkozy puisqu'on a dit...